Alors merci déjà d'être venu en nombre, puisque vous êtes plusieurs centaines de connectés simultanément. Donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous nous portez. Alors on va commencer tout de suite. Je vais passer assez rapidement hein, sur la partie évidemment définition, puisque je crois qu'aujourd'hui c'est de l'acquis. Hein. On peut juste rappeler que la catégorie ransomware est une catégorie où un malware, puisqu'on parle de malware, va tout simplement prendre en otage vos données et demander de l'argent pour les restituer. Hein, je pense qu'on peut tout à fait définir ça comme ça, de façon la plus simple possible. Alors, ça nous semblait important de faire un petit point sur ce qui s'est passé 2016 et ce qui va se passer en 2017, et ce qui s'est déjà passé d'ailleurs au premier trimestre. Hein, enfin, au premier trimestre, on n'a pas fini le premier trimestre, mais on va dire sur janvier-février, puisque janvier-février, il y a déjà eu des choses, des gens touchés, des cas que vous avez peut-être pu voir dans les médias liés au crypto-malware. Donc déjà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, le crypto-malware, on pensait que ça allait un petit peu se calmer en 2017, voire fin 2016, et en fait, pas du tout. Hein, on voit très bien ici sur l'écran que je vous ai affiché que nous avons par exemple entre même le début de l'année 2016 et la fin de l'année 2016 multiplié par 11 le nombre de ransomware découverts, ce qui évidemment est un travail colossal pour Kaspersky. Et on voit également que par exemple une entreprise est touchée toutes les 2 minutes et un particulier toutes les 20 secondes. On aura l'occasion de reparler du côté rançon, est-ce que je dois payer ou pas. Mais ce qu'il faut déjà savoir ici, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, 20% des PME qui ont décidé de payer la rançon n'ont jamais revu leurs données. Alors j'ai envie de dire oui, mais si on prend dans l'autre sens, c'est 80% qui ont payé et qui ont eu leurs données restituées. Enfin, c'est un vaste sujet, on l'abordera un petit peu plus tard au fur et à mesure de cette présentation. En quelques infos supplémentaires, on commence à avoir un petit peu de cas de ransomware sur Android, même si c'est peu, parce que tout simplement aujourd'hui, il y a quand même peu d'informations critiques qu'on n'a pas en backup sur un PC, sur Android. Donc bon, on voit un petit peu, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui explose cette année. Et puis on revoit ici de façon un petit peu différente la progression. Par exemple, entre Q3 2016, donc on a 4,5 fois plus de détections en Q3 2016 que sur toute l'année 2015, ce qui évidemment est assez impressionnant. Alors toutes les informations que je vais vous donner au cours de ce webinaire nous proviennent de notre laboratoire Kaspersky, hein, puisque Kaspersky Lab, comme son nom l'indique, c'est aussi un laboratoire très connu et très publicité au niveau mondial. Et nous avons des chercheurs qui nous remontent des informations que je vous montrerai quelques liens, par exemple, à la fin, pour vous dire si vous voulez, par exemple, régulièrement lire ce que l'on sort, qui nous remontent des informations que je vous propose, en fait, tout simplement aujourd'hui. Alors, au niveau de qui est touché, comme on le voit ici, c'est assez... il n'y a pas vraiment un métier qui va être plus mis en avant que d'autres. Pour la France, moi, je dirais quand même que c'est vrai qu'au niveau éducation et médical, j'ai l'impression, le secteur médical, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un petit peu plus touchés que les autres. Il faut rapprocher ça également des problèmes budgétaires que peuvent avoir des écoles ou des hôpitaux. Et on verra un petit peu plus tard avec un exemple. Bah oui, il y a les hôpitaux sont un petit peu plus touchés ou l'éducation peut-être un tout petit peu plus touchée que le secteur privé parce que tout simplement, il y a peut-être un petit peu moins de personnel et un petit peu moins de budget consacré à la sécurité informatique en général. Bien évidemment, les SMB, donc les petites et moyennes entreprises, sont les plus touchées. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, c'est ce que je viens de dire, hein, le budget informatique n'est pas extensible. Le personnel, s'il y en a en informatique, est réduit au minimum. Donc forcément, c'est eux qui vont être le plus touchés, comme on peut le voir ici, donc quand on prend ici. Donc ça, c'est évidemment important de signaler que dans toutes les entreprises, les petites et moyennes entreprises sont évidemment les plus touchées. Ça paraît logique, mais ça paraît aussi important ici de le redire. Et ça va également, on le verra plus tard, avec les solutions de sauvegarde qui sont moins évoluées que évidemment dans les grands comptes.
où il va y avoir des solutions de sauvegarde, où on va perdre du temps à restaurer les données, mais finalement, rien ne va être perdu, alors que dans les petites et moyennes entreprises, voire les particuliers, bien sûr, mais aussi les professions libérales qui sont très touchées, hein. Et là, forcément, il y a pas mal de données qui vont être perdues à jamais. Alors, on voit ici 67% des entreprises touchées ont perdu définitivement une partie de leurs données, ce qui évidemment est très problématique pour la pérennité de la société après. Alors, on peut déjà parler un petit peu des cas marquants, même de 2017, hein. On commence à peine 2017, et vous avez déjà peut-être vu dans la presse des petits articles sur les ransomware. Il y en a un notamment qui a fait un petit peu de buzz, mais bon, parce que c'était peut-être mal expliqué aussi. C'est un hôtel autrichien, hein, qui s'est fait hacker, enfin qui s'est fait crypter, pardon, sa machine. Alors, on me pose la question de définition de SMB, c'est petite et moyenne entreprise en anglais. Donc qui s'est fait hacker sa machine pour faire les cartes pour rentrer dans les chambres, hein. Donc du coup, ils ont été obligés de payer en urgence 1500 € à Bitcoin parce que tout simplement, ils ne pouvaient plus faire de cartes, hein. Donc ils ne pouvaient plus honorer leur réservation, puisque s'ils ne pouvaient plus faire de cartes pour rentrer et sortir de la chambre, évidemment, ça pose un problème. Voilà. Alors la presse a un petit peu divagué en disant qu'il s'était fait hacker les serrures de l'hôtel. Non, ce n'est pas les serrures de l'hôtel, c'est juste évidemment l'ordinateur qui sert à faire les cartes passes, tout simplement pour ouvrir les portes, hein. Mais voilà, c'est un cas évidemment qui est atypique, donc qui a évidemment marqué les esprits au niveau des journalistes, par exemple. Vous avez également des hôpitaux aux États-Unis, et même les 2 premiers mois qui sont faits cryptoloquer. Vous avez en France, hein, où on dénombre aujourd'hui à peu près 1 ou 2 cas par semaine, ce qui est assez inquiétant et monstrueux en termes évidemment d'attaques. Vous avez également 5 hôpitaux de l'Est de Londres qui viennent tout juste d'être victimes il y a quelques semaines de crypto-malware. Si on regarde encore un petit peu le cas des hôpitaux, vous vous souvenez, hein, ça a commencé avec le presbytère médical de Hollywood, hein, qui est un petit peu le premier cas d'école, début de l'année dernière, qui s'était fait également chiffrer ses machines et qui avait dû en urgence sortir tous les malades les plus préoccupants pour les reloger dans d'autres hôpitaux, et qui était arrivé après quelques jours de négociations à payer que 17 000 $ aux hackers pour récupérer leurs données. Et après, ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige puisque tout 2007, il y a eu énormément de cas dans des hôpitaux en Allemagne, et il y a eu 28 cas, par exemple, dénombrés dans les hôpitaux en Angleterre. Voilà, donc c'est assez préoccupant, mais on voit que c'est un secteur qui est très touché. Vous l'avez peut-être vu également il y a quelques jours avec justement l'élection de Donald Trump. Il y a eu un cas intéressant de caméra de surveillance HS à Washington, quelques jours avant l'investiture. Donc c'était évidemment très préoccupant pour la sécurité. Et sur 187 caméras qui équipent la ville de Washington, il y avait 123 qui étaient cryptoloquées. Donc il y avait 123 où il n'y avait plus de disque dur accessible. Et évidemment, si la caméra, puisque c'est pas la caméra, hein, bien sûr, qui est cryptée, si la caméra ne peut plus enregistrer sur les disques durs, la caméra ne fonctionne plus, ne sert à rien, si ce n'est de faire du temps réel. Mais c'est évidemment moins intéressant. Donc ça, c'est un cas qui est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. Et évidemment, c'est intéressant d'en parler ici aussi, puisque c'est un peu atypique. On voit aujourd'hui que le tout connecté fait que, bien sûr, les crypto-malwares débordent du simple PC réseau de l'entreprise. Et enfin, vous l'avez peut-être vu également, le cas des écoles bordelaises, hein, donc, qui ont été près de 40 établissements qui ont été victimes. Alors, il n'y a pas vraiment de démenti ni d'affirmation, parce que bon, ils ont essayé un petit peu que ça se sache pas trop, mais voilà, on pense très fortement que c'est tout simplement 40 établissements qui sont victimes de crypto-malware, hein. Donc voilà. Donc et la mairie parle d'ailleurs d'une attaque sans précédent sur ce cas-là, hein. Pour information, par exemple, j'ai lu récemment dans la presse une interview du responsable sécurité des CHU qui disait qu'il y avait à peu près 1000 hôpitaux en France, mais à peine 50 responsables sécurité des systèmes dans ces hôpitaux. Donc vous avez 1000 hôpitaux, 50 responsables sécurité des systèmes. Donc ça fait un petit peu réfléchir évidemment sur pourquoi ils sont le plus attaqués aujourd'hui. Si je vous donne en vrac quelques cas qui nous ont marqués en 2016,
vous avez l'université de Calgary au Canada, vous avez une équipe de NASCAR, donc de course, hein, donc pourquoi pas demain voir des cas dans la Formule 1, hein, c'est tout à fait possible. Vous avez Vesk, qui est un fournisseur de services cloud et de bureaux hébergés, qui a payé 23 000 euros hein, pour récupérer des systèmes perdus, cryptés. Voilà, donc vous en avez un autre cas qui est plutôt, qui est limite humoristique parce que c'est un petit commissariat de police au Massachusetts qui a payé instantanément 500 $ américains en Bitcoin pour récupérer ses données, alors que quelques jours avant, il avait dit à ses administrés de tout simplement de ne pas payer. Voilà. Alors, voilà, donc on peut parler un petit peu rapidement de la partie, est-ce que je dois payer ou pas. On ne va pas donner, évidemment, chez Kaspersky, on vous conseille de ne pas payer, mais dans notre cas, dans d'autres cas, ça c'est évidemment difficilement, quand il n'y a pas de sauvegarde, quand il n'y a rien, c'est difficilement, on peut difficilement vous dire que de ne pas payer. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que le FBI, même le FBI a commencé à changer son discours en passant de ne pas payer. Vous voyez ici, pour être honnête, on conseille régulièrement aux gens de payer la rançon, voilà, ce qui est un petit peu inquiétant. Et il ne faut évidemment pas baisser les bras, et je vais vous expliquer un petit peu comment réagir par rapport à ça. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec le top 10 des ransomware à Q3 2016. Je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus parce qu'il y a des choses importantes à connaître, également pour votre protection. Par exemple, CTB Locker, donc on commence. Alors il faut savoir que les crypto-malwares ont des versions comme des logiciels. Hein, par exemple, on a la version 3.10 de CryptX, on a la version 4 de CTB Locker, on a la version 5 de Cerber, etc., etc. Loki, pareil, une version 5. Donc c'est des choses qui évoluent malheureusement et on est obligé de réagir par rapport à cette évolution. Je vous donne juste quelques petites infos importantes sur, par exemple, CTB Locker. CTB Locker qui était le numéro 1 à Q3 2016, mais ça peut changer du jour au lendemain. Comme vous pouvez le voir ici, je vais mettre le petit pointeur pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des gens qui ont pensé à tout, puisque aujourd'hui, les gens peut-être vont se dire, je ne vais pas payer, je ne vais pas payer parce que je pense en fait il ne va rien se passer, ils ne vont pas me rendre mes données. Donc du coup, je ne vais pas payer. Mais ils ont trouvé le moyen en fait de faire 2 essais gratuits. Donc c'est-à-dire que pour être sûr que le crypto-malware va restituer les données, il vous propose tout simplement de prendre 2 fichiers et d'appuyer sur le bouton décrypte pour montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc ils arrivent aujourd'hui à rajouter des nouvelles fonctions entre guillemets dans ces crypto-malware. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple ici un autre outil qui va être, là on est sur le CryptX, voilà, qui est une autre produit. Alors lui, il va en profiter, par exemple, dans les dernières versions, ce qui n'était pas le cas du tout avant, il va en profiter pour récupérer aussi, donc pour installer d'autres malwares, pas que du crypto-malware. Donc ils vont installer un malware, un trojan par exemple, qui va récupérer toutes les emails, tous les comptes VPN par exemple, si vous avez du Cisco, des choses comme ça, tous les comptes Microsoft. Même les comptes de poker, si vous avez des comptes de poker, il va récupérer tout ça. L'historique de navigation, les cookies, les boîtes de chat s'il y en a, etc. Donc voilà, donc il fait un petit peu du 2 en 1, celui-ci qui s'appelle CryptX, et qui évolue également régulièrement. Vous avez Cerber qui aujourd'hui est peut-être, je dirais, celui qui est le plus, peut-être le plus abouti, parce que lui, il est assez étonnant. Il va être capable, par exemple, de regarder si l'environnement dans lequel il va commencer à chiffrer n'est pas finalement un environnement de test. Si je m'explique, c'est-à-dire si vous exécutez Cerber dans une machine virtuelle où il n'y a pas grand-chose, Cerber ne va pas s'exécuter. C'est-à-dire qu'il va voir que c'est une machine virtuelle, il va voir que derrière, il y a peut-être un chercheur, de chez Kaspersky, hein, qui est en train d'essayer de décortiquer le malware, et il va le voir automatiquement et il ne va pas, s'installer. Voilà, donc ça c'est un petit peu fait partie comme ça des nouvelles fonctions qu'on commence à voir un petit peu avec la nouvelle génération 2017 de crypto-malware. Voilà. Et puis le crypto-wall qui, en plus de vous chiffrer, fait un petit peu d'humour en disant bienvenue dans la large communauté des gens affectés par crypto-wall.
Donc c'est évidemment pas sympa, mais voilà ce que on peut dire aujourd'hui sur le top 10 des crypto-malwares du moment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup de technologies embarquées là-dedans. Alors chez Kaspersky, on est à l'origine d'un projet qui s'appelle No More Ransomware. Donc je vous ai mis l'adresse ici, qui est un projet collaboratif. Nous avons été à l'origine de ce projet avec la police des Pays-Bas, avec Europol et Intel Security. Depuis, on a été rejoint par pas mal de monde, et c'est très bien, hein, c'est très bien comme ça, hein, Bitdefender, Checkpoint, Trend Micro, MC-Soft, etc. Beaucoup de polices du monde entier, des CERT également, qui nous ont rejoints, tout simplement pour essayer de mettre en commun, en pot commun, tous les outils qu'on pourrait trouver de déchiffrement. Alors attention, il faut être quand même réaliste, d'accord? Aujourd'hui, les crypto-malwares, c'est 2 clés de chiffrement, une clé publique qui est détenue par le hacker et une clé privée qui est générée aléatoirement sur chaque PC infecté. Donc, c'est complètement impossible de déchiffrer. Par contre, si on arrive à intercepter, par exemple, la console d'administration, entre guillemets, hein, du hacker, là, on peut évidemment nous faire des outils, parce qu'on aura au moins une des 2 clés, on peut faire des outils d'aide au déchiffrement. Et c'est ce qu'on vous propose de faire ici, même si je ne vous cache pas qu'évidemment, les chances que le déchiffrement aboutisse sont finalement assez faibles, il y a quand même une possibilité. Donc, ça, c'est très simple de tester hein, à travers cette interface No More Ransomware les cas. Donc vous avez ici dans l'interface tous les outils que vous allez trouver pour déchiffrer ces catégories de ransomware. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tout simplement uploader 2 fichiers chiffrés, récupérer par copier-coller les instructions que vous envoyez le hacker, etc. Nous l'envoyer, enfin nous, tous les gens qui font partie, on va dire, de ce projet No More Ransomware, et voir si on va arriver à déchiffrer. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, il faut partir du principe que de toute façon les données ne seront pas accessibles, mais on peut avoir une bonne surprise en utilisant ces types d'outils pour déchiffrer. Et surtout, mise en garde, attention aux faux espoirs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur le créneau du dire mais moi j'ai un outil pour déchiffrer. C'est faux. L'outil ne fonctionne pas, l'outil va vous demander de l'argent, l'outil va voire même vous réinfecter la machine, puisqu'on peut avoir des faux outils de réparation qui sont tout simplement des malwares, hein, des trojans ou des choses comme ça qui vont rester en résident, ou des bannières de pub qui vont apparaître. Mais voilà, attention aux faux espoirs, il n'y a pas d'outils de réparation autres que chez quelques éditeurs ou des projets comme le nôtre. Alors si je fais un petit focus, hein, je redescends encore un petit peu dans les cas 2016, pour rentrer vraiment là, dans le dur, dans un des malwares qui est fameux, qui est Loki. Alors pourquoi parler de Loki qui date de début 2016? Parce que tout simplement, la nouvelle version de Loki est sortie, hein, entre guillemets, malheureusement. Donc la version 2017 va être est disponible, et on commence à voir, nous, Kaspersky, dans nos robots, etc., des nouvelles campagnes, donc pour le moment pas énormes, hein, donc pas, en volumétrie, qui ne sont pas d'une grosse volumétrie, mais qui commencent à frémir sur des nouvelles campagnes d'attaque basées sur Loki. Loki, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a plusieurs choses intéressantes, hein, mais déjà, bon, c'est un crypto-malware qui part de zéro, ce qui est rare, puisque les hackers, en général, vont pas s'embêter, hein, ils vont tout simplement récupérer un code existant, et ils vont broder autour de ce code existant. Lui part de zéro. Mais ce qui est intéressant également avec Loki, c'est qu'il y a du très basique au niveau de sa techno. Donc il y a de la techno qui est vraiment basique de chez basique, et puis de la techno qui est super évoluée. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaque se déroule toujours en 2 temps. Alors la plupart du temps, c'est du spam, hein, donc, qui arrive. Elle se déroule en 2 temps, une phase basique, assez bête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, malheureusement, c'est l'éducation au niveau de l'utilisateur, par exemple, ou la solution anti-spam, ou l'anti-phishing, etc. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, à un moment donné. Et l'utilisateur va recevoir tout simplement une facture, un scan, quelque chose, voilà, dans un zip. Et tout simplement, si vous n'avez pas mis les extensions, si vous n'avez pas demandé d'afficher les extensions, lui, il va recevoir un fichier qui s'appelle scan-doc. Il ne va pas faire attention, il va double-cliquer dessus, c'est du JavaScript, et il va évidemment affecter sa machine.
La même chose au niveau des scripts, des macro Word, hein, c'est le même principe. Une macro Word, on clique dessus, la macro Word télécharge un premier module. Alors l'attaque se fait toujours en deux temps. Hein. Le premier temps, c'est que il va y avoir un downloader qui va être téléchargé. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'abord un petit outil très léger qui fait quelques octets qui va être téléchargé et qui va aller chercher le ransomware final. Hein. Ce n'est jamais le ransomware final qui arrive directement, c'est toujours un téléchargeur qui est dans ces JavaScript ou dans ces macro Word. C'est pas du tout le malware directement. Et là, par contre, on passe à la deuxième phase qui est pour le coup très technique, très évoluée. Hein, on voit que derrière, il y a des développeurs. Par exemple, il va contacter son serveur de commande, il va signaler l'infection, il va crypter avec une clé RSA 2048, donc une clé qui est très forte, très forte, qui est inviolable, qui est impossible de récupérer théoriquement. Il va détecter la langue de l'OS pour s'en servir plus tard. Il va commencer à fichier, à crypter un certain nombre d'extensions. Il va également chercher des partages réseau, des shares. Il va regarder si ces shares sont mappés ou non, d'ailleurs, sont accessibles. Si les shares sont accessibles, il va chiffrer le réseau, hein, toutes les données qui sont sur le réseau. Il va supprimer les shadow copies de Microsoft, etc. etc. Donc là, on voit un malware très évolué qui fait un boulot assez colossal. Et une fois que tout est fait, alors qu'avant, au début, c'était l'inverse, ils affichaient d'abord la rançon. Une fois que tout est fait, ils affichent la rançon et se suppriment de lui-même. Donc, autosuppression. Donc, il n'y aura pas moyen de... Enfin, maintenant que le mal est fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'il reste. Donc, il va tout simplement se supprimer. Je vous ai mis un shoot écran ici du code qui a été étudié par nos chercheurs. Et je vous laisse regarder, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous laisse regarder un petit peu le nombre d'extensions qui sont recherchées par Loki et par tous ses petits copains d'ailleurs, hein, puisque tout le ransomware cherche à peu près les mêmes extensions. Mais c'est très vaste, hein, ça va évidemment du pack Office, Open Office, ça va des fichiers déchiffrés et compressés, ça va jusqu'à des fichiers photos, vidéos, professionnels. Voilà, c'est assez vaste au niveau de ça, et sachant que tous ces extensions, également des extensions de sauvegarde par exemple, sont également recherchées, n'oubliez pas, sur les serveurs. Hein. Ça, c'est très important de se souvenir que maintenant, les crypto-malwares cherchent, d'ailleurs, j'ai envie de dire certains même en priorité, les données sur les serveurs, comme les bases SQL. Alors, on a vu évidemment une progression régulière de Loki, je vous l'ai dit, hein, Loki arrive dans sa cinquième génération, j'ai envie de dire. Donc forcément, la phase de demande de rançon a évolué également, hein, puisqu'on est maintenant sur quelque chose beaucoup plus propre, hein, au niveau de ce qu'il faut faire. Donc c'est très bien renseigné, il y a plusieurs langues ici, il y a plusieurs dizaines, je crois, près d'une cinquantaine de langues. Vous avez ensuite toute l'explication sur comment acheter des bitcoins, parce que le problème aujourd'hui, c'est que, mettons que si vous n'avez pas de sauvegarde et que vous voulez payer, c'est technique parce qu'il faut acheter des bitcoins. C'est pas facile d'acheter des bitcoins. C'est pas facile de payer en bitcoin. Et après, il y a toute la procédure. On va vous demander de déchiffrer, qui est expliquée et qui est aussi technique. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, maintenant est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, bien écrit par les hackers en question. Les résistances Kaspersky, je vais passer rapidement parce que je vais rentrer dans le détail de ça, mais bien évidemment, on a une double résistance au niveau du downloader, du téléchargeur, hein, qu'on va évidemment détecter, et on a également une résistance au niveau du malware en lui-même, hein, du crypto-malware qu'on va détecter également. Et il faut savoir que dans les périodes les plus fortes, nous détectons chez Kaspersky à peu près 6-7 variantes de Loki par jour. Donc évidemment, il est impératif de pouvoir les détecter avec les variantes inconnues de Loki, et ça on les détecte par notre outil comportemental, qui s'appelle System Watcher, qui va le détecter évidemment sous forme de crypto-malware générique. Et puis bien évidemment la partie anti-spam, et on va y revenir dans un instant. Alors pour clôturer le tout aujourd'hui, dans les prédictions 2017 que l'on a fait, nous Kaspersky, on prédit de plus en plus de crypto-malware, mais malheureusement de plus en plus d'amateurs. Pourquoi d'amateurs? Parce que tout simplement, les crypto-malware représentent une manne assez colossale, hein. On a du mal à estimer, mais entre 100 et 300 millions de dollars par an à peu près, c'est ce que ça génère les crypto-malware au niveau mondial.
puisque à peu près 30% des personnes payent. Et on va voir, nous, dans les prédictions 2017, on pense qu'il va y avoir un certain nombre de hackers amateurs, voire débutants, qui vont arriver là-dessus. Et là, par contre, le déchiffrement ne va plus être du tout garanti, comme je veux dire, les hackers établis. Voilà, donc du coup, on pense que voilà, il va y avoir pas mal de crypto-malware bas de gamme, entre guillemets, qui vont arriver en 2017, donc il faudra être prudent par rapport à ça. Et pour arranger le tout, vous avez un nouveau service, un peu comme le mode SaaS, si vous voulez, mais cette fois on est sur le ransomware as a service, donc qui va permettre en fait à des hackers débutants, par exemple, de tout simplement demander à un groupe de générer leur propre crypto-malware, de faire des infections, et chaque infection sera rétribuée par le groupe principal, hein, comme ici, vous voyez, il y a un certain nombre voilà, de volumétrie qui va être partagée ou pas. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu comme du SaaS, mais avec les ransomware. Voilà, ce qui ne va pas évidemment pas arranger les choses si en quelques clics, ça permet de créer un ransomware. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des technos Kaspersky. Au niveau des technos Kaspersky, alors bien évidemment, vous avez des technos liés à toute la partie flux de messagerie, hein, puisque là, on est vraiment sur quelque chose où il faut avoir un maximum de sécurité sur le flux d'emails entrants, puisque 80% à peu près, hein, 80% des crypto-malwares arrivent par email. En tout cas, la première charge, hein, le premier downloader arrive par email. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de très costaud au niveau des flux qui arrivent. Donc, nous, on a des solutions pour Exchange, des solutions pour Linux, pour Lotus Domino, etc. Donc, on a un certain nombre de solutions par rapport à ça. Mais on a une solution qui est un peu moins connue, qui est une passerelle virtuelle, donc au format VMware, qui est directement disponible au format VMware. Donc, il suffit de la télécharger, il suffit de la publier dans un hyperviseur VMware et de la démarrer. Et quand vous allez la démarrer, elle est prête en emploi. Elle va vous demander donnez-moi les noms de domaines que je dois analyser, et donnez-moi l'adresse où je dois envoyer ces emails analysés. Voilà, donc c'est assez simple. Donc vous, au niveau de votre nom de domaine, vous allez tout simplement envoyer les MX sur cette nouvelle machine, et ensuite vous allez dire à Kaspersky, renvoie sur tel serveur, qui peut être n'importe quel serveur, à partir du moment où vous avez la maîtrise de votre nom de domaine. Hein. Donc il faut un nom de domaine. 2, il faut bien sûr que vous ayez la maîtrise de votre nom de domaine, c'est-à-dire que vous puissiez en fait tout simplement changer les MX au niveau de ce nom de domaine. Alors j'ai une question sur Office 365. Alors si Office 365, donc là j'ai pas eu encore le temps de tester, je vous avoue, si Office 365 Exchange Online, hein, si Exchange Online vous donne la main sur vos MX et sur vos NS, oui, vous pourrez renvoyer vous pourrez mettre un intermédiaire. Kaspersky, la gateway, Secure Mail Gateway, vous pourrez la mettre en intermédiaire. Voilà, donc normalement c'est compatible avec tous les serveurs de messagerie, puisqu'on est juste un intermédiaire. Le flux arrive dans cette solution, elle est passée à la moulinette antivirus, anti-spam, anti-phishing, et on ne vous renvoie que le flux sain. Voilà, qui est à peu près 30% du trafic, hein, et sain à peu près, on va dire, c'est la moyenne mondiale. Gmail, c'est pareil. J'ai une question sur Gmail. Gmail, c'est pareil. Si vous avez un Gmail at work, je pense que vous parlez de la version professionnelle de Gmail. Si vous avez la version professionnelle de Gmail et que vous avez la main sur votre nom de domaine, et que vous pouvez bouger vos MX, oui, ça doit être compatible. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Hein, bien sûr, un compte app Gmail ne sera pas compatible, puisqu'il faut avoir la maîtrise de son nom de domaine. Hein. Mais appmasociété.com, normalement, si je maîtrise mon nom de domaine, il n'y a pas de souci, on peut le renvoyer à n'importe quel moment. Comme vous voyez ici, vous avez un certain nombre de règles. C'est disponible en français. Hein, je l'ai mis en anglais ici, mais c'est disponible en français. Vous avez un certain nombre de règles que vous allez pouvoir définir pour l'anti-spam, l'antivirus, l'anti-phishing, le filtrage de contenu, les extensions que vous ne souhaitez pas, la taille maximum, etc. Voilà, les notifications, voilà. Donc c'est une solution qui est vraiment très simple à mettre en œuvre et qui est vraiment. Alors oui, j'ai une autre question sur est-ce qu'elle est illimitée? Un nombre de domaines, oui, c'est illimité puisque vous payez à la boîte. Hein, donc à la boîte mail, et que vous pouvez avoir 30 noms de domaines, c'est pas un souci, ça marchera sans aucun problème. Vous ne ferez qu'additionner les boîtes mail tout simplement pour faire fonctionner cette solution. Voilà. Là on voit la quarantaine par exemple, où vous allez pouvoir en tant qu'administrateur débloquer des choses
Mais encore une fois, le taux de faux positifs est très faible. C'est une solution qui est éprouvée, qui est quasiment à sa 9e génération. Donc c'est une solution qui va générer très peu de faux positifs. On doit avoir un taux de presque, on doit avoir 1% peut-être de faux positifs. Donc voilà, il n'y a même pas besoin d'aller dans le backup. En général, ça se gère tout seul. Donc c'est très efficace. Et comme c'est basé sur un noyau Linux, c'est vraiment très costaud en termes de charge. C'est-à-dire qu'un tout petit serveur peut emmagasiner des dizaines de milliers d'emails par jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est complémentaire à Mailing Black? C'est différent. Mailing Black, c'est un peu différent. Mailing Black, c'est tout simplement, vous demandez de confirmer par un mot-clé que c'est bien vous. Là, c'est vraiment transparent. Il n'y a pas de demande, de choses comme ça. C'est vraiment transparent. C'est géré vraiment avant l'arrivée du mail dans la société. Alors, on a la même chose sur Exchange, hein. Donc on peut directement l'installer sur Exchange avec des très beaux comptes installés avec ce produit, par exemple, hein, de très beaux comptes, grands comptes en France qui sont équipés de Kaspersky Security for Exchange. Voilà, donc qui va lui par contre s'installer directement sur le serveur Exchange, compatible de Exchange 2010 à 2016. Et bien évidemment, au niveau endpoint, il faut aussi, Kaspersky, je vous le rappelle, c'est notre sécurité basée sur des multicouches. Plus on empile de couches de sécurité, moins on aura de malware, évidemment, dans l'entreprise. Donc évidemment, la base de flux mail est aussi analysée dans le endpoint Kaspersky avec un module séparé qui s'appelle l'antivirus de fichiers, qui va analyser le flux et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce flux-là. Et qui comprend également un outil qui est assez sympa, qui ne paye pas de mine, qui est très ancien, qui date de plus d'une dizaine d'années chez Kaspersky, et qui permet tout simplement de supprimer une pièce jointe sans s'occuper de savoir s'il y a un malware dedans. D'accord, vous pouvez dire par exemple, est-ce que c'est normal qu'un comptable reçoive un point VBS? Non, c'est pas normal, donc même s'il n'y a pas de malware dedans, je le supprime. D'accord, voilà, donc encore une fois, c'est des petites couches de sécurité qu'on va empiler, et c'est ces couches de sécurité qui vont faire en sorte qu'on va avoir un excellent taux de détection chez Kaspersky. Au niveau des autres composants, il faut savoir également qu'on va également utiliser nos composants de base, l'antivirus de fichiers. D'ailleurs, à ce sujet, c'est assez intéressant et presque rigolo de voir que certains ont lâché l'affaire sur l'antivirus de fichiers de base, en disant oui, c'est une technologie obsolète, il n'y en a plus besoin maintenant. C'est faux, c'est ultra faux. C'est tout simplement une première barrière de sécurité. Donc cette première barrière de sécurité, en plus nous l'avons fait évoluer. On n'a plus l'antivirus l'antivirus de fichiers qu'on avait il y a 10 ans. On a aujourd'hui un antivirus toujours par signature parce qu'il en a besoin, qui est l'ancienne techno, mais on a aussi une analyse heuristique qui va être capable de détecter les malwares de la même famille. Et surtout, on a le fameux KSL, le Cloud Kaspersky. Le Cloud Kaspersky, on est un des rares à avoir une telle volumétrie puisqu'on a 1 milliard d'informations sur les malwares dans des data centers Kaspersky que vous pouvez, que les produits Kaspersky interrogent quand il y en a besoin. Donc ça fait évidemment qu'on est très bien dans les tests. Vous pouvez nous voir toujours toute l'année dans les 3 premiers de n'importe quel comparatif, parce que tout simplement, on a cette super database de données sur les malwares qui est accessible à n'importe quel moment par nos outils. Donc non, l'antivirus traditionnel n'est pas terminé, mais il en faut toujours, mais encore une fois, on va superposer les couches, et lui, c'est la première couche, c'est la première muraille au niveau de la sécurité. Voilà. D'ailleurs, je vais vous prouver de son intérêt juste après, puisque si vous regardez ce petit organigramme, qui finalement est assez simple, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que localement, si votre Kaspersky for Endpoint vous va dire eh non, il n'y a pas de problème sur ce fichier, il est clean, il est sain, qui va dire le contraire et qui va gagner, c'est le KSN. Si le KSN dit non, attends, moi j'ai reçu une information qui vient d'un utilisateur Kaspersky au Japon qui date de 30 secondes et qui dit qu'il y a un malware dedans, c'est lui qui va gagner. Et lui, il va dire non, il y a un malware dedans, tu le mets en quarantaine. Et de l'autre côté, c'est pareil. Pourquoi Kaspersky aujourd'hui est un des éditeurs qui a le moins de faux positifs? Comme vous le savez, le faux positif, c'est un petit peu la bête noire. C'est ce que veut éviter tous les éditeurs, puisque ça peut être mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Donc le faux positif, c'est de dire tiens, je vais mettre 2 DLL de Windows en quarantaine, et puis quand je vais redémarrer, il y aura un écran bleu. Donc évidemment, le faux positif, c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc comme vous le voyez ici, si l'antivirus local, le endpoint local dit c'est infecté, qui peut sortir de la quarantaine le fichier? C'est le KSN. Le KSN va dire non, moi j'ai une information,
laisse-le où il est, c'est un faux positif. Et voilà, c'est pour ça notamment aussi qu'on a très peu de faux positifs chez Kaspersky. On continue d'empiler les couches de sécurité. Vous avez un module chez Kaspersky qui s'appelle le contrôle de l'activité des applications. Le contrôle de l'activité, c'est pour dire, par exemple, tu n'as pas le droit d'utiliser Chrome, il faut absolument que tu utilises Internet Explorer parce que c'est le seul qui marche bien avec notre CRM. Voilà, ça peut être une règle que vous pouvez faire facilement avec Kaspersky. Vous pouvez dire, par exemple, j'interdis les logiciels FTP, j'interdis les jeux vidéo, j'interdis les clients peer-to-peer, etc. dans mon entreprise. Hein, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Nous, tout simplement, on a la possibilité de créer des règles spécifiques avec le contrôle du lancement d'application. Alors là, je me suis un petit peu trompé parce que là, en fait, je suis en train de vous parler du contrôle du lancement d'application, alors que là, on est dans le contrôle de l'activité. Alors, la différence, c'est quoi? C'est l'activité des applications, c'est automatique. L'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaspersky va classer tous les logiciels qui sont sur votre PC dans 4 familles. Donc, famille confiance, restriction faible, restriction forte et douteux. Et selon ce classement automatique, on va plus ou moins monitorer les logiciels qui sont sur votre PC, même s'il n'y a pas de malware dedans. C'est peut-être des éditeurs qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas ou des choses un peu suspectes. On va tout simplement les monitorer un petit peu plus. Et bien évidemment, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez durcir cette analyse si besoin au niveau de l'activité des applications. Un des modules phares de Kaspersky dans la lutte contre les crypto-malwares, c'est clairement le système Watcher qui est l'analyse comportementale. Alors, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que certains éditeurs parlent de next-gen, alors que nous, ça s'appelait la DEF pour les anciens qui sont là, les anciens de Kaspersky. Vous vous souviendrez de l'appellation défense proactive, qui était l'ancienne appellation de système Watcher. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez Kaspersky. On ne cherche pas à détecter un malware, on cherche à détecter ici un comportement suspect. Et quel est le comportement suspect qu'on cherche à détecter le plus en ce moment? C'est évidemment un exécutable qui tente de chiffrer quelque chose, avec une extension par exemple type .doc, .xlx, etc. Ce comportement-là est interdit, même si on ne connaît pas le nom, on l'interdit. Et en plus, on a une deuxième fonction qui permet de restaurer les fichiers, que les deux fichiers, un ou deux fichiers qui ont été chiffrés avant qu'on ne s'aperçoive du comportement. On va tout simplement pouvoir les restaurer avec un système de rollback qui est intégré dans ce module-là. Donc c'est aujourd'hui ce module qui est le plus sollicité, notamment pour la lutte contre les crypto-malwares. En fait, j'avais un petit peu anticipé sur ce slide. Donc là, ici, vous voyez, on a tout simplement détourné, entre guillemets, l'utilisation du contrôle de lancement d'application pour dire, tiens, on va faire encore une règle pour lutter contre les crypto-malwares. On va faire une règle manuelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez créer manuellement. Quelle est cette règle? Vous voyez ici, vous avez toutes les applications, tous les répertoires, pardon, pas les applications, tous les répertoires qui sont utilisés par les crypto-malwares. Donc ces répertoires-là, en fait, les crypto-malwares aiment bien s'installer là et s'exécuter là. Pourquoi? Parce que même quand on est en compte restreint, Windows, Microsoft Windows, ces répertoires-là sont en lecture-écriture. Voilà. Donc ils aiment bien s'exécuter là-dedans. Donc ici, on va créer une règle qui va dire, vous voyez, tous ces chemins à risque là, je vais les interdire. Donc on n'a plus le droit d'exécuter quoi que ce soit dedans. Sauf si c'est un éditeur connu de Kaspersky, sauf si c'est un ami de Kaspersky. Puisque nous travaillons ici, vous avez un lien qui s'appelle whitelist.kaspersky.com. Nous travaillons depuis des années avec un certain nombre d'éditeurs et nous whitelistons leur application tout simplement. Donc si tout simplement l'exécutable n'est pas référencé ici, je l'interdis parce que c'est probablement un crypto-malware. Si l'exécutable est un exécutable que je connais, qui est référencé dans le KSM Kaspersky, le cloud Kaspersky, je le laisse passer, je le laisse exécuter. Donc, vous voyez, encore une fois, on superpose les couches de sécurité pour arriver à quelque chose de hyper sécure, même si je n'ai pas forcément beaucoup de budget informatique à consacrer à la sécurité. Là, on est sur du endpoint. On est sur endpoint, on est sur la gamme Select, qui est une des premières gammes chez Kaspersky. Donc voilà, donc on peut vraiment faire des choses en sécurité, même quand je n'ai pas forcément des moyens de le faire. Voilà, je prends un petit peu de retard, donc je passe rapidement. Un petit mot évidemment sur la partie patch management.
Il faut clairement aujourd'hui patcher, patcher puisque tout simplement les crypto-malwares utilisent les vulnérabilités logicielles pour s'installer. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil, mais j'ai pas de solution pour faire du patch management. Mais Kaspersky Security Center dans sa gamme Advance est un outil de patch management. Donc nous avons un double système de patch management, un patch management Windows et un WSUS en quelque sorte, Kaspersky, et nous avons un patch management tout autre éditeur. Donc ça c'est très intéressant d'avoir un patch management tout autre éditeur parce que tout simplement, c'est quelque chose qui normalement est pas adressé ou adressé avec des logiciels relativement onéreux. Et nous, chez Kaspersky, c'est adressé de base dans la gamme Advance. Donc, vous pouvez faire du patch management sur les navigateurs, sur Java, sur Reader, sur Flash, sur voilà, tout un tas de logiciels, même des freeware et des shareware qui sont aussi compris dans la liste, mais qui nécessitent d'être patchés pour tout simplement que les hackers ne puissent pas exploiter ces failles. Voilà. Donc, le message également est bien sûr de patcher quand on vous le demande. C'est pas pour vous embêter qu'un Adobe Reader vous demande de vous mettre à jour, c'est tout simplement parce qu'il en a besoin, parce qu'il est en train de corriger des failles de sécurité qui ont été découvertes sur Adobe Reader par exemple. Un petit mot sur Kaspersky Security 10 pour Windows Server, qui est un produit qui était à l'origine a été créé pour protéger vraiment les machines de type TSE Citrix, mais que finalement aujourd'hui vous pouvez mettre partout. Pourquoi vous pouvez mettre partout? Parce que vous avez notamment un module dédié qui s'appelle l'Anticryptor. Et ce module dédié va être là notamment dans la lutte contre les crypto-malwares, notamment dans du mode terminal, parce que c'est compliqué dans du mode terminal. On est sur une session ouverte qui n'est pas forcément sécurisée, où l'utilisateur n'est pas forcément à droit restreint, etc. Et il va télécharger via sa messagerie un malware qui va se propager sur sa session TSE et peut-être sur la session TSE des autres. Donc c'est une vraie galère. Et on a tout simplement un produit anti-crypteur qui va détecter ces comportements, un peu comme System Watcher, quelque chose près, qui va détecter ces comportements et qui va stopper ce comportement et isoler le terminal qui a eu ce comportement, qui va couper 30 minutes de base, par exemple, la connexion du terminal pour que on puisse intervenir dessus, par exemple. On a du contrôle d'application avancé également sur ce produit pour les serveurs les plus critiques. Voilà, donc c'est un produit qui est vraiment intéressant pour les serveurs à l'origine TSE Citrix. Et encore une fois, maintenant, vous pouvez complètement l'utiliser pour tout type de serveur. Pour terminer, je vous indiquerai que des fois, on a beau avoir la meilleure protection, il y a aussi un problème de comportement et d'information à avoir auprès des utilisateurs. On nous a demandé il y a à peu près un an et demi, tiens, Kaspersky, est-ce que vous pouvez intervenir dans le séminaire, etc. Ou est-ce que vous pouvez faire des outils de sensibilisation? Donc à force de nous demander ça, on l'a fait. Donc vous avez une gamme complète aujourd'hui de sensibilisation qui comprend un système en ligne de e-learning, qui va permettre par exemple d'éduquer à travers 17 modules de formation ses administrés. Qui va permettre également en tant qu'administrateur, pourquoi pas de faire du faux phishing, c'est-à-dire que l'administrateur va envoyer des fausses campagnes de phishing, et quand la personne va cliquer dessus, on va lui dire, écoute, tu t'es fait avoir, c'est pas grave, c'était un faux phishing. Par contre, d'office, voilà, tu dois d'urgence faire ces 3 formations, parce que tu vois là, ça aurait pu être catastrophique pour l'entreprise. C'est extrêmement bien fait, avec des stats dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose de très très haut de gamme au niveau de ce produit de e-learning. Vous avez également du présentiel, donc des choses qu'on fait sur site, avec la case du milieu, où vous avez tout simplement des jeux de plateau qu'on va faire chez les clients ou partenaires, et qui va consister tout simplement à faire passer des messages à travers un jeu qui va consister à mettre des jetons verts ou rouges sur des situations qui sont saines ou critiques. Et par rapport à ça, après, on va passer un message, mais de façon ludique, de manière à ce que les gens ne voient pas passer en fait les 2 heures avec qui on va, 2 heures de formation. Si on devait faire du PowerPoint, ça ne serait pas forcément très, très bien perçu. Là, on ne les voit pas passer parce que seulement il y a du jeu derrière, il y a du message, il y a de la compétition aussi, puisqu'on peut mettre des équipes en compétition, on peut mettre 25, 30, 40 personnes en compétition et faire gagner pourquoi pas des petites choses à la fin. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui marche très bien pour faire passer du message basique. Et après, on a du jeu de plateau haut de gamme qui s'appelle KIPS, Kaspersky Interactive Protection Simulation, là qui s'adresse plutôt, on va dire, aux décideurs de l'entreprise, responsable de site, responsable de production, responsable informatique, responsable sécurité, etc. Ou des jeux de plateau, donc là, on va simuler une attaque
sur une centrale de production d'électrique, par exemple, sur des distributeurs automatiques de billets, une banque, sur une entreprise classique, voilà, etc. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mais voilà, on voulait vraiment adresser également la case sensibilisation, parce que c'est quelque chose d'important de faire passer aussi des bons messages dans l'entreprise. Donc vous voyez ce que ça peut donner avec des salles un petit peu importantes au niveau de ces jeux qui sont tous en réseau. Vous avez donc de l'iPad ou du PC en réseau, et tout ça est bien évidemment recalqué sur un vidéoprojecteur. Voilà, donc c'est assez bien fait. C'est vraiment du développement interne, donc c'est une équipe vraiment dédiée à ça. Ça marche bien, et ça intéresse beaucoup les gens. On a des très bons retours, très bons retours sur ces jeux-là, par exemple, que l'on fait dans les entreprises ou avec les partenaires. Voilà, donc pour terminer, je récapitule, donc la protection passe forcément par des investissements sur le flux de messagerie en amont, avant que celui-ci arrive dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment le message phare, puisque 80% des attaques arrivent par messagerie. Le endpoint Kaspersky, qui est un endpoint au sens large du terme, c'est-à-dire que il y a une dizaine de modules et l'antivirus de fichiers, encore une fois, n'est qu'un des modules. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de next-gen, qui parlent de machine learning, etc. Nous, ça fait longtemps qu'on fait ça chez Kaspersky, sauf qu'on ne l'a pas appelé comme ça. C'est peut-être une erreur, voilà, mais en tout cas, ça fait longtemps que ça existe chez Kaspersky. La sensibilisation, pourquoi pas. Et puis, même si on n'en vend pas, n'oubliez pas la sauvegarde protégée, la sauvegarde déconnectée et la sauvegarde régulière et des cycles de sauvegarde, 3-4 cycles de sauvegarde déconnectés, puisque n'oubliez pas que les malwares, les crypto-malwares cherchent aujourd'hui avant tout les partages et les sauvegardes, les partages réseau et les sauvegardes. Donc ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. Il faut vraiment faire très attention à sa sauvegarde, ne pas faire un sauvegarde sur un disque USB connecté. Ça sert à rien, il va être chiffré. Voilà. Donc il faut vraiment faire des cycles. Voilà, donc moi j'ai terminé, alors j'ai bien débordé, au lieu de 30 minutes, on est à 50 minutes, donc je suis désolé. Première vue, vous êtes presque tous restés, donc ça devait vous intéresser. Je vais en profiter pour faire alors j'en profite déjà pour vous donner les sites les plus importants chez Kaspersky. Donc support.kaspersky.fr, c'est le site de référence, vous trouverez tous les masters, tous les manuels, toutes les configurations requises, etc. Vous avez ensuite la chaîne YouTube, d'accord, youtube.com/Kaspersky France, vous n'avez pas besoin de mettre user forcément. Kaspersky France, c'est pas mal de tutos. Voilà, pas mal de tutos. Si vous voulez par exemple tester Security Center, vous avez des 4-5 tutos. Vous allez simplement les suivre pour pouvoir évaluer Kaspersky sereinement, Security Center sereinement. Securelist, le fameux site où j'ai pioché pas mal de données sur les crypto-malwares. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très bien fait. Et pourquoi pas le blog kaspersky.fr où il y a aussi des trucs et astuces un peu moins techniques quand même que Securelist. Securelist, ça reste quand même quelque chose d'assez technique, mais passionnant. Et le blog, c'est plus voilà, pour des conseils que vous allez pouvoir faire passer dans votre entreprise.